Monsieur le ministre, bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir au Sénat à l'occasion des 50 ans du cabinet Gégard. Vous êtes expert comptable de formation, vous avez exercé cette fonction, vous connaissez donc bien nos métiers et nous voulions vous interroger aujourd'hui sur le thème principal de notre conférence de ce soir, qui est le développement durable et les conséquences sur les indicateurs de pilotage des organismes, notamment des organismes associatifs et fondations. Je pense qu'on devrait considérer que le déficit public contredit le développement durable. C'est une façon de sacrifier l'avenir au profit du présent. Vous évitez de mettre la main dans la poche de vos concitoyens pour financer les actions dont ils souhaitent l'engagement, mais vous ne faites pas vraiment payer le prix. Eh bien ça contrevient à l'idée que je me fais du développement durable. Le développement durable doit concilier à la fois la compétitivité économique, la cohésion sociale, le respect de l'environnement, mais aussi l'équilibre des comptes publics. En tant que président de la commission des finances du Sénat, vous êtes amené à regarder de très très près ces finances publiques. Est-ce que vous intégrez dans les logiques d'analyse des performances de l'État des indicateurs qui ne sont pas uniquement des indicateurs financiers? Ça commence à venir, mais il faut bien voir que toute la sphère publique a fonctionné jusqu'à maintenant dans une logique de relative opacité qui arrangeait tout le monde. Et dans une conscience collective portée par la droite, par la gauche et par le centre, nous avons conçu au tournant du XXe et du XXIe siècle une nouvelle législation, la loi organique sur les lois de finances, la LOLF, pour introduire un principe révolutionnaire dans la sphère publique, et c'est la sincérité des comptes publics. Jusque-là, on parlait de régularité, donc si c'était conforme au décret, à la loi, c'était bien. Même si ça ne donnait pas une image fidèle de la situation patrimoniale et des résultats de l'exercice. Donc, on commence à parler performance, mais on a un peu trop le culte des indicateurs plutôt que la culture de performance. Les indicateurs sont utiles s'ils aident à des prises de décision, ce qui reste à démontrer. Mais enfin, cela change et il faut le voir positivement. Nous avons aujourd'hui des démarches de comptabilité analytique dans la sphère publique. Il faut bien voir que l'opacité a arrangé tout le monde. Elle a arrangé le politique, elle a arrangé tous les corporatismes, tous les immobilismes en embuscade dans la sphère publique. Et ça fonctionnait bien, on était en déficit, mais on pensait que ce n'était pas grave. Donc les choses changent, les mentalités aussi, et il y a certainement un manque de prise en compte du développement durable, mais si déjà on se donne comme règle absolue d'équilibrer les recettes et les dépenses, de cesser d'emprunter pour financer des dépenses de fonctionnement, de cantonner l'emprunt aux investissements privilégiant des investissements d'avenir, parce que très franchement, quand on y regarde d'un peu près, il y a peut-être des investissements dont l'utilité est bien relative. Ce sont des opérateurs qui mettent à rude épreuve les acteurs publics. Mais peut-on reprocher aux agences de notation d'exprimer une opinion sur la dette dès lors que l'on fonce aveuglément vers l'endettement? La seule façon de se mettre à l'abri des agences de notation, de leur arbitraire, quelquefois d'une déontologie qu'on a du mal à comprendre, c'est d'éviter d'être endetté. Tout État qui s'endette et qui prend le risque d'empiler les déficits publics année après année est un État qui met en péril l'idée que je me fais de l'indépendance nationale. Lorsque vous êtes surendetté,
vous êtes sous une espèce de protectorat du Fonds monétaire international, du Club de Paris, que sais-je, vous êtes dans la main de vos créanciers. Donc la seule façon de préserver cette indépendance, eh bien, c'est de mettre de l'ordre dans les finances publiques. Nous devons sortir de ce que j'appellerais la tyrannie du court terme. La tyrannie du court terme se manifeste sur les marchés financiers par les cotations au jour le jour, qui poussent un certain nombre de gestionnaires sous la pression d'une financiarisation supranationale à tout mettre en œuvre pour améliorer l'image du moment, au risque de compromettre l'avenir. Et pour les politiques dont je suis, la tyrannie du court terme, ça n'est pas le CAC 40 et les cotations, c'est le sondage d'opinion. Que faut-il dire? Quelle est l'annonce du jour pour recueillir les faveurs de l'opinion publique? Alors le politique doit lui aussi s'extraire de la tyrannie du court terme. Mais en matière d'environnement, en matière de développement durable, il ne suffit pas d'organiser des grandes conférences internationales, d'avoir des annonces extraordinaires. Encore faut-il avoir la capacité de donner corps à son ambition. Parce que il m'arrive de penser qu'il y a souvent un trop grand décalage entre le discours politique et le vécu de nos concitoyens, et que ce décalage donne parfois l'occasion d'assister à un affichage d'impuissance et de désenchantement de la part de nos concitoyens. Donc il y a, me semble-t-il, aujourd'hui urgence à réconcilier l'annonce et l'action, et l'effectivité de l'action. Alors, les associations, les fondations bénéficient pour bon nombre d'entre elles de financement de l'État ou notamment des collectivités territoriales. Face aux obligations que vous avez rappelées de désendettement des unes et des autres, que peuvent attendre les associations sur cette ligne de financement public? Un certain nombre d'associations qui sont de véritables institutions et qui sont devenues les opérateurs de l'État et les opérateurs des collectivités territoriales, notamment en matière sociale. Je pense que, comme l'État et comme les collectivités territoriales, elles n'échapperont pas à ce qu'on a appelé d'une manière un peu techno, la RGPP, la révision générale des politiques publiques. Je vois dans certains secteurs, notamment secteurs sociaux, des conventions collectives qui, à mon avis, ne sont plus adaptées aux circonstances. Et donc la sagesse à laquelle j'invite le monde associatif, qui rend d'éminents services, c'est de prendre part à cette révision générale et à s'interroger à propos des normes de temps de travail, des normes de congés, des normes de rémunération, de vérifier que ce que nous engageons est compatible avec nos ressources. Et sinon, nous sommes exposés à un risque d'implosion. On voit bien qu'aujourd'hui, l'Occident, les États-Unis, la plupart des États d'Europe sont en difficulté. On privilégie la consommation, on a des modèles qui tentent à taxer le travail, à accroître le coût de la production, et lorsqu'on traverse une ville française, la périphérie, la banlieue, qui hier était couverte d'usines, de lieux de production, on a vu au fil des années toutes ces usines se reconvertir en lieux de distribution. Ça veut dire que la production est partie ailleurs. Quel est l'avenir d'une société qui a renoncé ainsi à produire ce qu'elle consomme? Ça n'est pas la financiarisation, ça n'est pas la simple commercialisation qui pourra nous permettre de préserver les grands équilibres. Donc je fais confiance au monde associatif, éclairé en cela par des cabinets d'expertise comptable, qui aident à la lucidité collective. La lucidité sans le courage, ça ne sert à rien.
le courage sans la lucidité, c'est extrêmement dangereux. Eh bien, je pense que l'expert comptable, le commissaire aux comptes, l'auditeur, celui qui fait une évaluation, peut aider à combiner heureusement lucidité et courage. Et pensez-vous que ce soit possible de désendetter l'État? Moi, je pense que nous n'aurons pas le choix parce que les contraintes vont être suffisamment fortes pour nous obliger à prendre en compte des principes fondamentaux. Et c'est en cela que les comptables ont un rôle essentiel, c'est de donner une image fidèle de la situation, afin qu'on ne se méprenne pas, afin qu'on ne se paie pas de mots, et qu'on sorte allègrement de l'illusionnisme collectif qui a souvent prévalu jusqu'à maintenant. Et bon anniversaire à Léo Gégard. René Récolle, bonjour. Merci Bonjour. de nous accueillir dans tes bureaux à l'occasion des 50 ans du cabinet Gégard. Tu es commissaire général de l'investissement, en charge des modalités d'investissement du grand emprunt de l'État. Et nous sommes heureux de pouvoir t'interroger sur la manière dont ce grand emprunt va se mettre en place. Pour arriver aux investissements d'avenir, je voudrais qu'on bannisse le terme, François, tu vois, de grand emprunt, parce que l'emprunt est fait, il est derrière nous. Il faut d'ailleurs dire à quel point c'est une chance que Nicolas Sarkozy ait lancé cet emprunt à un moment où c'était encore possible. Aujourd'hui, avec l'attaque sur les monnaies, sur l'euro, évidemment cet emprunt ne serait plus possible, parce qu'immédiatement nous aurions une levée de bouclier. Donc il était fait au bon moment, l'emprunt est derrière nous, le déficit est assumé. Ce qu'il y a de fascinant maintenant, c'est comment nous pouvons, avec ces 35 milliards, qui feront avec effet de levier probablement 70 milliards, un peu plus que je l'espère, d'investissement, comment nous allons préparer l'avenir de nos enfants. Il y a eu en quelque sorte 2 temps dans l'action que j'ai eu à mener comme socio-professionnel, comme expert comptable, que je revendique pour l'État. Le premier temps, c'était la médiation du crédit. Une crise économique majeure, faisant suite à une crise financière comme toujours, très particulière, parce que vraiment la crise de la finance sur la finance, très angoissante, parce qu'on ne le connaissait pas et on ne connaît toujours pas le montant exact des pertes liées à cette crise financière. Et on a eu une première phase qui était on sauve tout ce qui peut. Et dans cette phase, on a sauvé toutes les entreprises que nous pouvions sauver, avec l'aide de tout le monde. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que ces entreprises sauvées, c'est plus de 220 000 emplois dont on parle en réalité. Elles n'ont pas un risque supérieur à la moyenne des entreprises françaises. C'est quand même quelque chose d'assez spectaculaire qu'il faut garder en tête. Oser peut parfois rapporter beaucoup. Là, ce que nous allons faire avec les investissements d'avenir, c'est sélectionner et identifier les lieux qui permettront à nos enfants et à nos petits-enfants de continuer dans une France à la fois industrielle, à la fois moderne et à la fois conviviale. Et donc nécessairement, nous sommes, et c'est pour ça que ce colloque est formidablement intelligent de mon point de vue, nous sommes évidemment sur la définition de valeurs, qui ne sont pas que financières, parce qu'on ne prépare pas l'avenir uniquement avec des valeurs financières. Nous préparons l'avenir avec des fondamentaux. Et les fondamentaux pour nous, c'est quoi? C'est d'abord l'excellence. L'excellence, ça veut dire qu'on choisit les projets qui sont les meilleurs. La France est un pays, c'est à la fois un grand pays et un petit pays. Un grand pays parce qu'on peut encore faire ce que nous faisons, mais en même temps, on ne peut pas être partout. Donc nous devons choisir nos lieux d'excellence. Là où nous sommes les meilleurs, et là où nous sommes les meilleurs, mettre vraiment de l'argent pour faire bouger les choses et que nous restions dans la compétition mondiale. La stratégie n'est pas très différente de celle d'une entreprise de taille moyenne ou d'un cabinet comptable de taille moyenne, qui doit choisir ses lieux d'excellence.
Si le cabinet Gégard, pour prendre un exemple, pas uniquement, mais quand même, c'est spécialisé dans le secteur non marchand, c'est parce qu'il a pris un lieu d'excellence et qu'il a investi sur ce lieu d'excellence. C'est ce que nous faisons. Deuxième élément, pour avoir l'excellence, il faut de la formation, il faut de la recherche, il faut ensuite de l'industrialisation, de la transformation de cette recherche en mode de vie, et il faut ensuite de l'emploi. C'est ça le process dans lequel nous nous inscrivons. Il faut qu'on essaye, ce qui est difficile, de faire nos choix, non pas pour nous, non pas en fonction de nos critères, mais en fonction de ce que l'on peut penser que seront les critères de nos enfants. Et nos enfants, leurs critères, probablement, seront différents de ce qu'on imagine, mais sur certains points, on a peu de risque de se tromper. Ils voudront une société dans laquelle ils puissent vivre sans excès de pollution, avec une planète préservée, avec plus de générosité, avec plus de solidarité, moins d'argent roi. Et on voit tous ces prémices se créer. Le développement durable, vu du côté du Commissariat général d'investissement, mais Geneviève ne dira pas autre chose que ce que je dis, le développement durable, ce n'est pas que l'aspect climatique des choses. Le développement durable, c'est aussi faire en sorte que les femmes et les hommes qui vont vivre, notamment dans notre pays, puissent s'y épanouir. Et que ce pays, donc, se mette en état à la fois de leur donner un avenir et de donner un avenir à leurs propres enfants. C'est ça l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Justement, l'ensemble des associations ici présentes ce soir sont toutes, dans leur domaine d'activité, des porteurs de sens pour lequel le mot solidarité, le mot investissement social a un véritable sens et motive l'essentiel de leur activité. Comment, dans le cadre des choix, des investissements, ces problématiques-là sont prises en compte? Nous n'imposons pas que les porteurs de projets soient des sociétés. Et donc les associations sont évidemment bienvenues. Nous avons aussi un volet économie solidaire. Les investissements d'avenir, c'est 35 actions en réalité. Et ces 35 actions, elles couvrent l'ensemble du périmètre de l'activité de ce pays, à la fois en matière sociale, en matière économique, en termes de filière industrielle, d'enseignement, de recherche. Par conséquent, notre spectre est extrêmement large. Après, ce que nous négocions, nous, c'est dans quelles conditions il y a des retours pour la population. Ces retours ne sont pas que financiers, je l'ai déjà dit. Ça peut être des retours en termes de qualité de vie, ça peut être des retours en termes de sécurité de vie. Et donc, toutes celles et tous ceux qui sont aux 50 ans du cabinet Gégard, il faut qu'ils aillent sur le site de Matignon, qu'ils cliquent Investissement d'avenir et qu'ils voient ce qui peut les intéresser, qu'ils soient dans les appels à projets. Ils seront les bienvenus. Mais ces investissements d'avenir-là, il est essentiel qu'au bout du bout, ils soient porteurs d'une capacité pour la France à investir à nouveau dans le futur. Parce que la modernité ne s'arrêtera pas quand nous aurons fini d'investir nos 35 milliards, 70 milliards et quelques années. Alors ça explique pourquoi, bien que je ne cherche pas que des retombées financières, j'ai banni le terme de subvention. Alors pourquoi j'ai banni le terme de subvention? Parce que je préfère celui de co-investissement. Et j'ai le droit de co-investir avec d'autres, y compris en acceptant de ne pas avoir de retour financier, mais je suis dans une logique de rationalité. Tous les projets qu'on présente sont tous fascinants. Mais si je ne me mets pas dans une logique de co-investissement, alors je vais faire des erreurs, parce que je vais subventionner ce qui me fascine. Alors qu'en réalité, je dois financer ce qui a une chance de marcher. Peu importe que le retour soit très important ou pas. Il faudra que dans certains cas, on ait des retours pour qu'on puisse continuer à financer la modernité. Et cette logique du co-investissement et ce bannissement du terme de subvention, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas généreux.
Bien au contraire. Pour donner un exemple concret, dans une société qui investit sur l'avenir, l'emploi est un élément déterminant. Les gens ont droit à la dignité et ils ont le droit de gagner leur vie et de faire vivre leurs enfants. C'est du développement durable. Nous préparons des financements de projets dans lesquels nous serons co-investisseurs et où notre seule logique sera comment nous pouvons trouver de l'emploi pour l'emploi. Pas pour développer une technologie nucléaire moderne, parce que nous ne pourrons pas avoir dans un pays uniquement des gens qui ont des situations formidables, tournées vers les technologies nouvelles, et puis le reste abandonné. Et donc nous devons répondre à cette interrogation qui est, nous avons des chômeurs, quelles expérimentations nous faisons pour reconquérir des parts de marché. René Ricol, merci beaucoup pour ces précisions et nous invitons donc nos différents clients à regarder sur le site du Premier ministre pour voir comment ils peuvent répondre à ces différents appels à projets. Merci d'avoir été avec nous pour ces 50 ans. C'était un honneur pour moi d'être là pour les 50 ans. Je regrette de ne pas pouvoir être là physiquement. Il y a assez de liens d'amitié entre Léo Gégard et moi, et entre la famille Gégard et moi, pour dire que il est extrêmement simple de demander aussi à son expert comptable de faire un arrêt sur l'image et de se poser la question en regardant la liste des actions, de comment on peut fonctionner. Et le commissariat général, il est extrêmement simple à joindre. Il y a ses coordonnées aussi sur le site d'Inquignon. On peut appeler les gens et les gens répondent au téléphone. Nous sommes là aussi pour aider, pour faciliter l'accès de toutes et de tous au projet que nous menons. Merci. Merci.